Bon, bah salut à tous. Alors, je voulais revenir du coup sur ce que j'avais dit parce que je pense que ça mérite de faire une petite vidéo. Aussi que j'ai un peu du mal à me lancer, on va pas se mentir, c'est aussi pour ça que j'ai un peu la flemme, j'ai envie de faire des trucs un peu trop parfaits. Donc je vais recommencer à faire des trucs un petit peu moins parfaits. Et quand je serai un peu plus habitué, eh bien, je ferai des trucs un peu plus parfaits. Voilà, le fait de me lancer, ce sera un peu mieux pour la suite. Donc je voulais revenir parce que j'ai vu plein de messages voilà, sur X qui disaient voilà, bon, pourquoi ça fait ça, qu'est-ce qui se passe, a priori des bons traders hein, qui sont suivis par beaucoup de monde, les mecs ils découvrent ça à chaque fois, ce qui est ouf en fait, voilà, ils découvrent ça. Là j'avais vu ça, voilà, là, lui c'est un bon trader, hein, c'est un français là. Tiens, j'ai raté une news, enfin voilà, tu sais, ils comprennent pas en fait ce qui se passe, et on va dire que moi j'ai cet avantage-là, que d'avoir un, un peu un niveau d'avance sur la dynamique des marchés. Alors ça veut pas dire que forcément que je sais bien l'exploiter, puisque c'est compliqué à l'exploiter. Mais en tout cas, je sais m'y retrouver et je sais pourquoi on a vendu à 64. Voilà. Des fois, on peut avoir des surprises avec les excès de liquidité. C'est un petit peu la faiblesse de ma méthode. C'est pour ça que j'ai vendu trop tôt quelques fois aussi parce que j'ai mal utilisé la méthode. Mais on va revenir du coup sur pourquoi les 64. Aussi, un truc extrêmement à comprendre, c'est que le narratif, les gens ils parlent du narratif tout le temps. Alors le narratif arrive une fois que le prix décolle en fait. Le narratif arrive après le prix. Et un truc que j'ai trouvé assez incroyable, je l'ai aussi partagé dans le Discord, mais on va commencer par ça. Alors Eurofin, c'est une société qui faisait les tests PCR pendant le Covid. Voilà, tout simplement. Et quand on va prendre ce graphe, du coup, bah, c'est tout simplement un graphe, tout ce qu'il y a de plus typique. Voilà. Il n'y a pas plus bateau comme graphe en fait. On a une première vague ici. Bon, on va même prendre celui-là pour faire l'exemple. Hein. C'est un exemple parfait. Une première vague ici. Donc ce sont les premiers investisseurs, ceux qui prennent des risques. C'est-à-dire que là, en fait, à partir de là, bah, personne n'est au courant de rien. Voilà. Ce sont ceux qui prennent des risques. Et on va même zoomer là-dedans. Et on peut dire que ici, puisqu'en fait là on était encore dans un range, hein, et techniquement quand on est là, voilà, on est dans un range, on n'a aucune information sur ce truc. Voilà. Donc les mecs qui prennent le premier risque, on va dire, c'est eux là. Donc là, eux, ils poussent le prix du coup pour eh bien casser cet ATH. Voilà. Donc là, c'est les premiers mecs qui prennent le risque. Donc la première vague, et on le saura après du coup de la première vague. Voilà. Parce que le marché fonctionne toujours en 3 vagues. Et ça, c'est les bases de l'héliotisme. Alors, je ne suis pas un pro de l'héliotisme, je ne connais pas tout. Mais en tout cas, le fait d'avoir observé que le marché fonctionne en 3 vagues, c'est quelque chose qui, bah, du coup, est un peu la base de ma méthode. Et d'ailleurs, on va revenir sur ça, sur le Bitcoin, juste après. Donc là, on pourrait dire qu'il y a la première vague. Là, on pourrait dire, je sais pas, la deuxième, et là, un peu la troisième. Bon, voilà, des fois, c'est pas toujours hyper clair. Voilà. Mais en tout cas, ça, c'est la vraie première vague. C'est-à-dire que là, il y a les premiers mecs qui prennent le risque parmi les mecs qui prennent le risque. C'est-à-dire que eux, tout ça, c'est des gens qui prennent le risque. Mais ça, on ne le sait pas encore à ce moment-là. Mais eux, ils prennent le risque. Et là, il y a ceux qui prennent le risque. Là, il y a les traders, donc ceux qui suivent. Et à la fin, tu as les mecs qui FOMO ici dans la première vague. Ce qui équivaut, si on regarde Bitcoin, hein, ce qui équivaut les mecs qui FOMO à ça en fait. Voilà, on va revenir dessus après, mais ça, c'est les mecs qui FOMO dans la première vague. Voilà. Et d'ailleurs, ils se font right, voilà, on le voit. Mais voilà. Donc la première vague. Voilà. Ici, on a la deuxième vague. Et là, on a la troisième vague. Et peut-être que ça se sera passé autrement. Peut-être qu'on aura juste range ou quoi. Mais en tout cas, ce qui est rigolo, c'est que voilà. Eurofin, qui est la boîte qui gère du coup les tests PCR et qui a fait des profits mais monstrueux pendant le Covid, eh ben, on peut voir en fait que l'ATH de truc est pendant le Covid. Donc voilà, le narratif. Et en même temps, c'est vraiment bizarre. Mais j'ai presque envie de dire qu'il y a des trucs de complotistes. Comment c'est possible que ces laboratoires, ils arrivent à, ils arrivent à faire leur ATH pile à ce moment-là. En plus, les mecs, il y a eu un reportage en fait sur Cash Investigation.
Et ces mecs-là, ils ont acheté des villas de malades et tout. Mais bon. Comment ça se fait? On va dire que le prix arrive vraiment à la TH pile poil sur les narratifs, quoi. Et ça arrive très régulièrement, quoi. Même, je me rappelle encore, ETH BTC, on avait eu le bottom ultime. Donc ici, enfin sur ETH BTC, on avait le bottom ultime ici, quand il y avait eu l'annonce de l'ETF, quoi. C'était pile poil ici. Enfin, je me dis vraiment... Il y a un truc bizarre, hein, parce que moi j'étais sûr en fait que ici ça allait être le bottom. Pourquoi? Parce qu'on revient sur cette price action. Voilà, donc le... Non, c'est là. Oui, non, c'est là, pardon. C'est là. C'est là qu'on a eu le truc. Enfin, je crois. Et non, c'était pas lui. Enfin bon, bref, pardon. Ça devait être... voilà, c'était là. Mais en fait, quand on prenait le Fibo ici, je crois que c'est comme ça qu'il fallait mettre. Voilà, non, comme ça, là. Et ben, on avait ce bottom là. Donc en fait, on a tapé le bottom, mais vraiment pile poil, en même temps que c'était censé arriver, quoi. C'est complètement fou. Et on a eu la news de l'ETF pile à ce moment-là. Alors, je sais pas, est-ce qu'on peut dire que la SEC manipule le marché? Franchement, j'en sais rien, mais c'est quand même extrêmement louche d'avoir une telle précision. Comment ça se fait que le gendarme financier soit aligné avec le bottom pile poil de ETH BTC? Enfin, c'est une dinguerie, quoi. Ou alors c'est peut-être ETH BTC qui avait prévu que ça arrive à ce moment-là, mais... Enfin, entre guillemets, comme ils aiment bien appeler sur Twitter pour rigoler, le cartel, quoi. Le cartel, c'est les mecs qui s'amusent avec les marchés, c'est des whales, quoi, qui ont le pouvoir de faire bouger le prix comme ils veulent. Bon, je sais pas, ça c'est très bizarre. Mais voilà, en tout cas, on peut voir ici que le narratif, il arrive en même temps que le prix, quoi. Bon, là, le narratif, c'est le Covid. Mais c'est comme ça un petit peu partout, voilà, sur ETH. Et c'est comme ça vraiment à plein d'endroits. C'est-à-dire que le narratif, faut vraiment pas se dire que quand on nous parle d'acheter, je sais pas, du RNDR, c'est quand le truc a déjà pump, en fait, c'est trop tard. Quand on va regarder du RNDR, par exemple, le narratif, il était quand? Il n'était pas vraiment là, hein. Il a commencé, le narratif IA machin, il a commencé à pump par ici. Voilà, donc le truc, ok, il reste une dernière vague. Évidemment, il reste une dernière vague. Mais il y a un moment, ça s'épuise, quoi, voilà. Donc, maintenant, on va se reconcentrer sur Bitcoin. Donc, juste pour faire la méthodologie, le but là, c'était de faire un live méthodologie. Donc, ici, j'ai plusieurs choses qui m'intéressent. Donc, la première vague. Donc, au début, j'avais pris que cette vague-là. Pourquoi? Parce que ça arrive que des fois, on prenne que celle-là. Voilà. Et pourquoi est-ce que j'ai vendu à 40 000? Tout simplement, parce que si jamais... Je crois que je l'ai sur ce graphe. Voilà, si on prend juste cette première vague ici, eh bien, ça me donne 40 000. Donc moi, j'ai vendu mes bitcoins à 40 000, voilà. Je pensais vraiment que c'était le top ici. Là, qu'on avait un SFP, qu'on réintégrait et qu'on partait à la cave. Bon, ok. Sauf que ces 40 000, déjà, je les ai convertis en Ethereum parce que je croyais encore à l'Ethereum. Mais voilà, c'était une possibilité. Et là, en fait, derrière, il y a une autre possibilité, c'est que par exemple, il faut prendre toute la première vague au complet. Donc si on prend toute la première vague jusqu'ici, alors on prend pas forcément cette petite déviation, on la prend ou on la prend pas. En fait, pour la prendre ou pas, en vrai, on peut pas vraiment savoir. Il faut littéralement tester. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aille voir où est-ce qu'il y a le plus de touches par la suite. Voilà, on peut pas le savoir si c'est là ou là. En fait, ouais, là, on voit que ça touche beaucoup moins, que c'est beaucoup moins propre que ici. Voilà, tout simplement. On prend ce petit pullback là. Pourquoi? Parce que quand on met ce Fibo là, on met 3 points. On met le bas, le haut et le retracement. Voilà. Je sais pas si vous les avez déjà placés, ceux-là. Donc c'est ceux-là. Fibonacci selon la tendance. Donc c'est celui-là. Donc par exemple, on va prendre ici, là et là, ça va nous tracer un comme ça. Voilà. Donc là, ça nous aurait donné un top potentiel si on utilisait tout ce premier mouvement ici. Je suis quand même en train de me poser la question, parce que je parle souvent des 3 vagues, hein, mais est-ce que ça, ce serait pas la première vague, la deuxième vague, la troisième vague, mais juste de la première vague en fait? Est-ce que ça serait pas une vague, 2 vagues, 3 vagues? Ici, on aurait une vague, 2 vagues et 3 vagues. Et là, on aurait une vague, 2 vagues et 3 vagues.
Et si vraiment c'est le cas, là, ça pourrait être, entre guillemets, le top absolu. C'est pour ça que je me méfie et que je vous invite à être méfiant. C'est tout simplement parce qu'il y a quand même beaucoup d'indices qui nous donnent que. Mais voilà, si jamais on veut prendre le Fibo, donc de là on peut clairement prendre tout en bas, parce que là on prend vraiment tout le mouvement, donc je pense qu'il faut prendre tout en bas. Qu'on monte jusqu'à, je sais pas, ici, là, par exemple. Ouais, non, peut-être plutôt celui-là. Et qu'on redescende là. Ben là, peut-être qu'en fait on est là. Voilà. Et si on est là, peut-être qu'il faut du coup prendre bien là. Là, ça aurait presque plus de sens. Peut-être que là, du coup, on monte jusqu'ici, voilà. C'est possible. C'est possible qu'on monte jusqu'à 86. Faut vraiment pas l'exclure. Parce que chaque mouvement, du coup, il va avoir son lot. Donc on va revenir du coup sur l'origine des mouvements. Donc l'origine des mouvements. Ça, j'en ai déjà parlé. Et je l'ai déjà expliqué dans méthode. Dans ces deux vidéos là, donc ça explique déjà ma méthode. Je vous invite à la regarder parce que là en fait il y a des trucs je les ai peut-être mieux expliqués avant ou différemment, voilà. Donc là je parle aussi un peu d'autres d'OI et là ça explique vraiment les timings du marché, mais je vais revenir dessus, c'est ça que je veux faire. Donc là on a notre première vague et on peut dire en fait, c'est comme ça que je me le représente dans ma tête, parce que évidemment ce n'est pas toujours le cas, mais on va faire une généralité. Le marché, quand on fait une partie de poker, évidemment chaque partie est différente. Mais si on prend une moyenne sur 1000 parties de poker, on va avoir une tendance qui est plus fiable. Et sur le trading, c'est ça aussi. C'est-à-dire que l'avantage du trading, c'est que contrairement eh bien, à un truc où il y a peu d'unités de temps, il y a énormément d'acteurs. On parle de millions d'acteurs. Donc quand il y a des millions d'acteurs, il y a des tendances qui sont plus prévisibles que d'autres. Voilà, on a cet avantage-là d'avoir des lois des grands nombres en fait. Et moi je pars du principe en tout cas que les gens qui achètent la première vague ici sont des gens qui vont tout simplement chercher à vendre la zone en haut. Donc des fois ça s'arrête ici parce qu'il y a vraiment plus d'acheteurs, mais on va dire que plus on va monter et plus on va être dans un niveau d'euphorie, et plus on va descendre et plus on va être dans un niveau entre guillemets de peur, voilà. Parce que la peur, c'est les premiers acheteurs, c'est les mecs qui prennent le risque, donc ceux qui achètent là, évidemment, ils ont peur, voilà. C'est normal d'avoir peur quand on prend des risques, voilà. Quand on achète une mèche, c'est normal de flipper et d'être plus confiant quand ça monte, mais évidemment, après coup, on se rend bien compte que c'est bien mieux d'acheter ici, même là, hein, quand le truc continue à chuter, que d'acheter là, voilà. Mais pourtant, notre cœur et notre cerveau, ils préfèrent acheter là, voilà, c'est comme ça. Enfin, je dis acheter là, mais même le pire, c'est acheter ici. Voilà, on le sait, les fundings sont abusifs, l'OI est dégénéré. Pourquoi est-ce que l'OI est dégénéré ici et pas là, quoi? Voilà, on pourrait se poser la question, parce que c'est le comportement humain, et les marchés ne seraient pas comme ça si le comportement humain n'était pas comme ça. C'est tout simplement ni plus ni moins que l'algorithme de la moyenne du cerveau humain, en fait, des émotions. Voilà. Le trading reflète très bien les émotions humaines, voilà, tout simplement. Et donc du coup, les gens qui ont acheté là, ils vont vendre en gros à tous les paliers, mais plus on va monter et plus ils vont vendre. Voilà. À noter aussi, j'avais fait une vidéo sur la comptabilité, je la referai ici, mais n'oubliez pas que les mecs qui ont acheté là, qui ont acheté, on va dire pour... allez, on va prendre une moyenne, on va prendre à 18 000, le prix a fait x2,2. Ça veut dire qu'il faut déjà 2,2 fois plus de mecs qui achètent ici pour encaisser les ventes de ces jeunes hommes-là. Là. Voilà. Donc là, c'est pas beaucoup 2,2. Mais quand on est là, et que les mecs ils achètent ça pour 6000, on va dire, on va pas prendre tout le bas hein, parce que voilà, mais on va dire qu'ils achètent à 6000, même à les 10 000. 10 000. Quand on monte à 60 000, il faut 6 fois plus de mecs qui achètent la même chose que ces gens-là ici pour encaisser le prix et continuer. Et c'est peut-être ça ce qui peut peut-être se passer avec les ETF. Et quand on regarde un graphe comme ça, en vrai, c'est pas mal. Hein. Moi, je trouve que c'est quand même assez beau. Mais si on regarde et qu'on se dit que les ETF, ils vont peut-être encaisser les mecs qui ont acheté ici, donc 2,2 fois plus cher. C'est pas non plus énorme, 2,2. Voilà, sachant qu'il y a les Américains qui viennent, etc. Ça en fait du cash. Voilà. En plus, voilà, il y a le S&P 500 qui a l'air d'être plutôt chaud à monter. Et il y a un monde où il monte à 6000. Hein, voilà. Et je pense que ce monde est clairement existant, en fait. Donc voilà. Et du coup,
cette vague-là, elle va chercher à vendre ici. Donc voilà, tout simplement, on se dit, bah là, c'est une zone de vente en fait. Et c'est pour ça que je vous parlais aussi d'apprendre à vendre, c'est que quand on est débutant, souvent on sait acheter, mais on ne sait pas vendre. Voilà. Bah, en fait, moi, je me pose pas de questions. Le but, dans l'idéal, c'est d'acheter des zones basses ici sur le FIBO et de revendre systématiquement ici. Enfin, c'est vraiment la base de ma méthode. C'est si possible d'acheter la douleur, donc que je calcule avec les FIBO. Donc la douleur, je la mets avec le FIBO. Alors là, faudrait que je zoome, mais un truc comme ça, voilà, on se met un truc comme ça là et ça nous donne le bottom. Pareil, là, je le fais un peu à l'arrache, mais voilà, ça nous donne le bottom ici. Alors là, il y a une petite mèche, mais voilà, le but pour moi, c'est littéralement d'acheter ici, et ensuite, là-dedans, dans ces mouvements-là, donc là, je vais le faire vraiment à l'arrache, hein, j'ai un peu la flemme de zoomer, voilà, je le mets comme ça. Alors là, je l'ai trop avancé, mais voilà, ça doit ressembler à un truc un petit peu comme ça, dans l'idée. Et j'achète là, parce que le Fibo de correction m'a dit de... Celui-là, là, il m'a dit d'acheter ici, voilà. Il m'a dit d'acheter là, et ensuite je prends le premier mouvement, et lui, il me dit de vendre ici. Voilà, c'est ça ma méthode en fait, c'est littéralement c'est ça. Je fais que ça. Et d'ailleurs, je suis un petit peu perdu là tout de suite parce qu'on n'a pas ce genre de mouvement là en fait, on a du vertical, et c'est beaucoup plus difficile de trader le vertical. Enfin, pour moi en tout cas. Et du coup, bah voilà. Et pourquoi est-ce que j'étais capable de prédire ces 64 000? Et pourquoi est-ce que c'est pas un pur hasard machin? Bah tout simplement parce que, regardez, là on a eu un espèce d'énorme range qu'on a eu là. Et qu'est-ce qu'on a eu ici? On a eu ici une grosse vague d'impulsion. On va se mettre en 5 minutes parce que même en 30 minutes c'est trop gros. On a eu une grosse vague d'impulsion. Donc là on a eu des gens qui étaient vraiment déter, ils se sont dit ok là on va acheter quoi. Et au début je pensais d'ailleurs que le bottom était ici. Donc voilà, là je me serais trompé. Parce qu'en réalité, voilà, d'ailleurs, il faut savoir un peu ajuster, hein, je sais pas, psychorigide. Je sais que la zone c'est là, mais si derrière je vois derrière que ça correspond pas, bah plus tard je vais l'ajuster. D'ailleurs, on voit ici, je vais l'étendre, mais on voit que par la suite, hop, on voit que par la suite, voilà, on se pose dessus. Je vais juste enlever ça 5 minutes pour mieux l'observer. Voilà, on voit que là, on s'arrête dessus, bon petit SFP, voilà, tac, on vient, on se pose dessus, etc. Donc on voit en fait que là, il y a de la précision. Bon, alors là, on le sait après le top. Et moi d'ailleurs par essence, je ne place jamais mon TP pile poil en haut, je joue pas au con, voilà. Je le mets un peu en dessous. Pourquoi? Bah parce que là, vous voyez, ça n'a pas touché. Voilà. Et bah quand ça ne touche pas, et qu'on se retrouve avec l'ordre ici, et que derrière, boum, on a ça, on est bien con de pas l'avoir vendu là. Voilà. Donc moi je m'embête pas ça, je préfère jouer la sécurité à ce niveau-là. Et faut aussi du coup bien comprendre la notion de vague dans les vagues. C'est que vous voyez, là on a une grande vague, ça c'est la vague principale, donc les mecs qui ont acheté là, eux leur but c'est de vendre là. Mais il faut aussi se dire que techniquement, c'est eux qui ont pris le plus de risques, donc potentiellement ils ont dû acheter beaucoup, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de gens baissiers, etc. Il y avait beaucoup de force de vente ici, mais on pourrait aussi s'amuser à prendre là, et je pense que si on prend cette vague là, on va aussi avoir des chiffres intéressants. Pourquoi? Parce que c'est des trucs qui vont correspondre, je pense, mais c'est pas vraiment eux qu'on a envie de calculer, vous voyez. Vous voyez, regardez, on trouve sur ce top là, vous voyez, c'est pas un hasard si on s'arrête là. Là, regardez, bah tiens, on a pile poil le top de l'ETF, voilà, c'est pas non plus un hasard. Là, on a le bas du range, là en fait, on a le range de l'ETF qui est ici. Voilà, c'est pertinent aussi. Là, on a ce petit top là, voilà. Et en fait, c'est des cycles dans des cycles. C'est pour ça que c'est pas facile à comprendre et que ma méthode est un petit peu avancée. Et je pense que beaucoup d'acteurs dans le marché sont incapables de comprendre ça, hein, littéralement. Parce que faut être capable vraiment de comprendre plusieurs fractales et plusieurs cycles dans des cycles, etc. Voilà. C'est pas impossible, hein, c'est pas si complexe que ça. Mais ça demande quand même un peu de visualisation dans l'espace, quoi. Dans le temps aussi. Et du coup, si jamais... D'ailleurs, je veux juste checker là. Si on prend cette première vague là, elle nous mène où déjà celle-là? Est-ce qu'elle est cohérente? Celle-là est aussi cohérente, vous voyez. En plus, il y a des corrélations entre cette vague-là et cette vague-là. Donc là, on se dit, ah tiens, là, il y a deux niveaux. Donc les mecs qui ont acheté là, on peut dire qu'ils vendent un petit peu à chaque niveau. Bah là, il y a deux mecs qui vendent ici. Bon, bah ça rajoute des chances quand même d'avoir un drawdown. Voilà. Et si on prend ce niveau-là, on termine à
à 70 000. Voilà. Donc c'est une possibilité. Je vais mettre un petit trait là. Tac. Ah merde, il me les enlève. Hop. Donc, celui-là, je vais juste l'enlever. Je vais mettre comme ça. Juste pour le garder au cas où. C'est pour ça, des fois, j'en ai plein qui se superposent, mais c'est que j'aime bien les garder sans forcément qu'ils encombrent le graphe. Voilà. Et donc, du coup, voilà. Pourquoi ces mecs-là étaient importants? Ce sont les mecs qui ont pris le risque de casser cette tendance. Et donc, ces mecs-là, on peut partir du principe que eux, ils vendent ici, en fait. Voilà, tout simplement. Et là, c'est leur zone de distribution. Sur cette méthode, pour moi, on peut estimer que le prix peut repartir. Alors, c'est une estimation, c'est-à-dire que des fois, ça ne va pas marcher, mais on peut estimer que quand le prix a retracé de 2 niveaux, il n'y a plus de... Il n'y a plus de mouvement entre guillemets obligé. Voilà. En général, quand il vient de faire ce mouvement, il retrace au minimum 2 niveaux. Et il arrive parfois, quand le mouvement est extrêmement haussier, qu'on en retrace que le premier là. Voilà, ça arrive. Ça peut arriver d'ailleurs. Est-ce que c'est pas ce qui est arrivé ici? Voilà. Là, ici, en fait, si on reprend par exemple ce mouvement-là, ou même celui-là, en réalité, on a fait un excès au-dessus de ces deux niveaux-là. D'ailleurs, on voit vraiment hein, le bottom ici, c'est le bottom de là, quoi. Voilà. Et le bottom d'ici qui nous a servi du range, c'est le bottom de là. Vous voyez, c'est pas vraiment un hasard. Ce sont des niveaux qui sont importants. Et en fait, on a fait des excès de liquidité au-dessus de ces deux niveaux, parce qu'on a été au-dessus de ça. Moi, c'est ce qui me pose un petit peu problème. Quand on va au-dessus, je suis pas très à l'aise, parce qu'en fait, moi, ma zone de vente, techniquement, c'est là. Mais je sais qu'en bull run, on peut aller au-dessus, surtout quand il y a beaucoup d'euphorie. Et ça, faut vraiment que je pense à le rajouter dans mon système. C'est quand il y a beaucoup d'euphorie, ça peut aller au-dessus. Et aussi, quand on a des... J'en parle juste après, les zones de douleur sur les fibos, on peut aller beaucoup plus bas parce qu'il y a des grosses mèches qui traversent, donc il faut vraiment faire attention à ça. Et c'est pour ça que quand il y a beaucoup d'euphorie, je fais très attention à mon stop loss. Entre guillemets, je préfère le mettre très large, quitte à perdre très très lourd, mais me dire qu'ok, j'ai peu de chances qu'il se fasse toucher. Et que normalement, même si ça se passe mal, j'aurai éventuellement un petit pullback, voilà, en mode je prends vraiment de la marge, quoi. Et c'est comme ça aussi que j'ai fait pas mal d'argent quand on était dans ce range sur Ethereum, hein. Quand on était dans le range tout ici là, voilà, voilà ici par exemple, bah, j'ai acheté par là je crois. Bah, heureusement que j'avais pas mis un stop loss là parce que en vrai là il y avait de la place hein, entre là et là, il y a 3%, c'est énorme. Mais regardez la mèche quoi. Et là si je me fais SL ici c'est la catastrophe. Donc j'ai préféré me dire ok je mets mon SL vraiment loin, mais au moins je me fais pas SL. Donc voilà, c'est pas du coup un hasard que à 60 000 le marché se soit retourné, c'est tout simplement les mecs qui ont acheté là qui ont vendu là, voilà tout simplement. Et une fois que le prix va à nouveau se dessiner et qu'on aura potentiellement ici par exemple un range, et à un moment dans le range on aura un espèce de breakout comme là, on aura des nouvelles targets pour la suite. Mais on peut également prendre les autres targets des autres niveaux FIBO, comme par exemple ce niveau que j'ai dessiné là. Voilà, si on prend de là jusque là, cette vague d'acheteurs est importante. Et d'ailleurs très importante, hein, c'est surtout la première vague, c'est celle-là qu'on aime. La première vague, ce sont les mecs qui prennent le risque, c'est eux qui achètent le plus en fait, parce que là tout le monde est baissier dans ce moment-là en fait, et c'est eux qui prennent le risque et qui achètent le plus, donc c'est eux qui ont le plus à vendre entre guillemets. Et donc ces gens-là ils nous disent bah, que voilà, eux ils vont chercher à vendre par exemple ici 65 et 71. Mais peut-être que là, on va venir ici, on va buter à 71, on range là, et puis à un moment, il y aura une nouvelle vague qui va exploser. Voilà, c'est possible. Et peut-être qu'en fait, tout ce marché-là, c'était juste un vieux range pourri, et que ça, c'est juste notre première vague. Et c'est possible. D'ailleurs, faut se le mettre en tête. Si déjà, ça, c'est notre première vague, ça nous donne quoi? Ça nous donnerait un top à 133 000. Voilà, c'est une possibilité envisageable. Voilà,
c'est toujours ça qu'il faut se dire, on ne sait jamais qui sont vraiment les insiders en fait. La première vague, c'est eux qui vont nous aider à dessiner le prix. Donc voilà, aucun hasard au fait que ça ait poussé à 64 000. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est avoir vraiment plus de courage pour acheter dans ces moments-là et me dire, ok, bon, je sais que ça devrait aller là, qu'en tout cas, les probabilités qu'on a ici sont importantes, et acheter là. Et c'est exactement ce que j'ai proposé, par exemple, sur Mina, qui est ici, voilà. Donc, première vague d'acheteurs ici, hein, là, on le voit assez clairement. C'est ça. Et du coup, ça nous donnerait, pourquoi pas un top là. Mais aussi, on pourrait se dire, ok, ça, c'est le range, et que les mecs, ils n'ont pas vraiment pris de risque. Et peut-être que le vrai mouvement d'acheteur, c'est peut-être celui-là en fait. Voilà, on sait pas. Et celui-là, il nous donne des targets encore plus hautes. Voilà, 5,5. C'est possible. D'ailleurs, je vais garder de côté pour pas l'oublier. Hop. Voilà. Et c'est comme ça en fait que je place plein de trades. Et c'est comme ça que le PEP, j'en ai parlé de le PEP. Le PEP, ça c'est textbook. C'est textbook les amis. Je suis vraiment dégoûté de l'avoir raté. Mais ça, c'est de la press action parfaite. Pourquoi? Ici, gros marché baissier. Là, il y a des mecs qui prennent le risque, qui achètent en premier. Voilà, ce sont eux qui achètent en premier. La première vague qui s'arrête ici. Voilà, juste là. Pullback là. Donc là, je place mon Fibo. Donc je le place du bas jusqu'à ici. Pullback ici, troisième point là. Ça nous donne ça. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On a une vague, deux vagues, trois vagues. Donc en gros, ça c'est la première vague. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est soit toute la première vague complète. Et donc à ce moment-là, ça va nous donner... C'est vrai qu'on peut aussi le placer. Hein. Des fois, j'y pense pas, mais on peut aussi le placer. Hein. Tac. Donc jusqu'à ce sommet-là. Et là, je remets jusqu'en bas. Et là, ça nous donne d'autres targets. Ça se trouve, on va s'arrêter là. Mais ça se trouve, on va peut-être même aller encore plus haut. Enfin bon. Donc là, on a notre première vague. Et là, on a notre deuxième vague. Donc 1, 2 et 3 là. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a le pullback parfait. Le pullback parfait, c'est pullback ici. Voilà. Il y en a qui appellent ça les order blocks. Voilà, moi j'utilise ça juste comme mon Fibo. Et ici, c'est la zone de pullback idéale. Et vous savez quoi? Je suis rentré ici. Voilà. C'est pas une blague, hein, je suis rentré. Malheureusement, j'ai eu un peu un manque de coronesse, on va dire. Et j'ai pas gardé le trade. Parce que j'étais un peu instable le mois dernier. Et du coup, j'avais peur de trader. Donc voilà, c'est irrationnel, mais j'avais peur de trader. Et je peux vous montrer que j'ai bien acheté le bottom. Voilà. Mais vraiment le bottom. Hein. Hop. Alors, faut retourner là. Ça les affiche. Voilà. Voilà. J'ai acheté le bottom. Littéralement, le bottom. Sauf que bah voilà, j'ai un peu craqué et j'ai vendu un peu là, je le sentais pas. Voilà, c'est ce qui est con. Hein. D'ailleurs, même si on reprend ma propre technique, c'est ici que j'aurais dû vendre d'ailleurs. Et j'ai quand même un petit peu vendu là. Mais voilà, j'ai raté tout le mouvement. Et c'est exactement ce que j'avais prévu. Sur le Discord, j'en ai parlé plein de fois du PEP et j'ai vraiment dit ça. Regardez, je vais revenir dessus, mais c'était un de mes coins où j'étais le plus bullish. Voilà, j'en ai parlé plein de fois, Ready to Moon, voilà. J'ai littéralement montré ces targets plein de fois. Enfin bon, bref, et c'est exactement ça que je disais, c'est on part de là et on va là. Voilà. Bon, évidemment, on a fait un petit excès, et vous allez pouvoir me dire souvent en bull run, oui, mais Fibo, le coin il a fait 30% derrière, j'ai raté 30%. Oui, non mais super, mais... Enfin voilà, là t'as pris 216%, et on me posait la question sur les graphes en logarithmique, bah voilà, regardez-le en logarithmique. Alors là c'est pas abusé, mais maintenant si on va sur, je sais pas, je pensais à... on prend n'importe lequel, voilà, fil, voilà, non je pensais à Mana en fait. J'avais Mana en tête. Mana USDT, voilà. Alors là quand on le rate comme ça, il est en log ou... il est pas en log. Non, en log il ressemble à ça. Voilà. Et d'ailleurs, quand on est en log, on voit vraiment que les mecs qui prennent les risques ici, ceux qui gagnent le plus de multiples, hein, ils gagnent 400%, deuxième vague, ils gagnent 600, et eux, ils gagnent quand même 800. Voilà, ils gagnent quand même raisonnablement ici.
Mais on le sait qu'en fait, les gens, les FOMO, les retail, ils FOMO là-dedans, en fait. C'est pour ça. Et en fait, quand on le regarde comme ça, en non logarithmique, on se dit putain, c'est énorme. Et c'est un peu ça que je reprochais à pas mal de traders et que il y en a qui me disent ouais, mais c'est bien, moi j'adore trader là-dedans, je fais de l'argent super, mais en fait, t'es en train de ramasser les miettes, mon pote. Voilà. Si on se met en logarithmique, toi, t'es en train de trader ça, mon gars. Excuse-moi, mais t'es en train de trader un putain de 100%. Mais le gâteau, tu vois, il y avait 9000% à se partager. Et toi, tu prends ça, quoi. Voilà. Non, nous, ce qu'on veut, dans l'idéal, c'est choper ça. Voilà. Pas forcément. Même si on s'arrête là. Et quand on retire le log, on se dit putain, mais je me suis arrêté là, j'ai raté 100%. Mais super, mec. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Voilà. C'est 600%. Et ce trade était plutôt viable. Voilà. Par contre, voilà, on peut voir que ici il y avait quand même de la force et c'est dommage parce que moi j'aurais peut-être pas été fil. Il faut qu'en bull run j'ai un peu plus la présence d'esprit de me dire ok, je commence à recharger à partir du bleu, on va dire. Le bleu, je pense que c'est vraiment une zone déjà de recharge intéressante et pas aller chercher le plus bas. Mais en fait, si on va plus bas, c'est ça qui fait peur, c'est qu'il faut accepter d'être en drawdown de 60%. Voilà, quand on se met en logarithmique, quand on le regarde comme ça de loin, ça fait rien du tout. Mais je peux vous dire que quand on est là et qu'on se dit ok, le truc peut encore perdre 60%, c'est-à-dire 80, ouais, 90% depuis son ATH, faut le tenir le bordel, hein. Faut le tenir, voilà. D'ailleurs, j'ai eu un trade un petit peu comme ça qui est bien passé. Je sais plus comment il s'appelle. J'avais acheté ça. C'était un shitcoin, hein, le truc avait perdu moins 90%. Je dis, je touche pas. Le truc, il a fait 6000% après, quoi. Et c'est ça qui est difficile en bull run. C'est ok, est-ce que tu es prêt à acheter ton spot et te dire, ok, je suis prêt à perdre 60%. Ça, tu peux pas le prendre en levier. Alors, par contre, si le truc arrive ici, là, tu peux le prendre en levier. Puisque là, c'est un trade à haute probabilité quand même. Alors, évidemment, je recommande d'attendre les confirmations un petit peu comme sur le PEP, vous voyez. C'est pour ça que j'ai acheté en deux fois. Alors j'ai acheté une fois ici sans trop regarder et j'ai attendu ici qu'on casse la structure. Donc vraiment j'ai acheté sur la cassure par là. J'ai acheté par là. Pourquoi? Mais parce que en fait si on achète ici en levier et que le prix fait juste ça, alors sur PEP ça va, mais regardez sur Mana quoi. Si on achète juste ici et que le truc fait juste ça, on prend moins 30%, on est mort. C'est pas possible. Voilà. C'est aussi ça le risque en bull market, c'est que les leviers techniquement sont beaucoup plus faciles, paradoxalement, à utiliser là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup moins de volatilité quand on est en train de jouer sur les derniers 100%. Parce qu'en fait là, on joue sur 100%. Alors 100%, ça peut paraître beaucoup, mais là les gars, on joue sur 600%. C'est-à-dire que le moindre drawdown ici, c'est ton levier qui pète en fait. Là, il s'est rien passé en fait, mais t'as perdu 30%. Donc si jamais t'es en levier x3, bah t'es fumé. Alors qu'ici, passer en levier x10, c'est plus facile. Voilà. Donc voilà, mais en tout cas, on peut voir voilà, que les Fibo ici, ils marchent assez bien. Première vague, voilà, ça nous donne le top là. Et ici, du coup, on prend pas la première vague ici, mais on prend tout ça comme étant la première vague, et ça nous donne ici. Et là, la phase de feuille extrême, eh ben, on peut voir qu'elle n'a pas été touchée, par exemple, on s'est arrêté là. Donc c'est pour ça aussi que je recommande quand même de vendre toujours un petit peu sur le niveau violet. Voilà, même si c'est 10-20%, c'est recommandé parce que au final, juste pour vouloir grid 15 putains de pourcents, vous êtes prêt à tout perdre des fois, quoi. 90%, bah ouais, mais super. Et si jamais on rate ici, même juste on le vend le lendemain, on est à 50% plus bas. C'est comme, enfin voilà. Et si jamais on descend même juste ici, moins 20%, on se dit bah non, je vais vendre moins 20%, j'attends qu'on revienne ici, et puis hop, bah voilà, vous avez raté tout votre trade. Voilà. Bon là on est en 3D, hein. En vrai il y avait une petite phase, ça va durer un petit peu plus de temps, mais c'était pas très très long. Hein. Voilà, il y avait pas des masses de temps pour vendre, hein. Là c'est histoire d'une mèche. Hein. Donc bah voilà. Donc c'est pas tout à fait un hasard, voilà, qu'on tombe sur certains chiffres et certains niveaux. Voilà, c'est tout simplement des premiers acheteurs qui sont amenés à vendre. Quels sont les risques de cette méthode? Les risques de les risques de cette méthode, c'est tout simplement de rester trop bloqué dans son biais ou de prendre le mauvais mouvement. Voilà, il y a plein de moments où j'ai pris le mauvais mouvement et ça posait problème. Donc par exemple ici, le premier mouvement c'est là, voilà, et moi j'ai vendu justement à 40 000 en prenant ce mouvement, parce que là c'est pas le premier mouvement.
qui est affiché, c'est voilà. Là, j'ai tout vendu ici en me disant, bah là, c'est la fin, voilà. Bon, bah voilà, je me suis trompé. Heureusement, j'ai pas tout vendu contre du stable, j'ai vendu ça contre de l'Ethereum. Pourquoi? Parce qu'au même moment, mon Ethereum, avec ce même schéma, hein, quand le BTC était à son ATH, l'Ethereum était ici. Donc pour moi, c'est clair, il y avait cette dernière vague qui allait là. Voilà. Et c'est pour ça aussi que je suis baissier depuis un certain temps. C'est que voilà, moi, quand il y a ces gens-là qui sont là et qui vendent ici, bah normalement, il y a beaucoup de vendeurs. Donc évidemment, les acheteurs peuvent s'empiler, etc. Mais c'est pas parce que les acheteurs s'empilent qu'à un moment, ils vont pas s'essouffler et qu'on va pas avoir un blow off top là, un truc comme ça là, pouf. Et si on reprend Bitcoin, c'est d'ailleurs un schéma assez classique d'aller au-dessus des zones. Donc là, il y a un petit excès, donc ça compte quasiment pas. Et c'est pour ça aussi que je dis des cycles dans des cycles. Alors là, ce qui est bizarre, c'est que ce graphe sur Bitcoin était un peu cassé, c'est-à-dire que ça marchait pas très bien là. Mais bon. Ce Fibo marchait très très bien, mais pas la méthode qui consiste à se poser là. Donc voilà, c'est vraiment un cas particulier, c'est extrêmement rare, mais ça peut arriver. Ça arrive même pas 5% du temps. Hein. Et du coup, sur ce graphe-là, on peut voir que le cycle, on va dire, il se termine ici, mais qu'en fait, à l'intérieur de ce cycle ici, on a eu un autre cycle là, à l'intérieur, qui lui aussi était un petit peu particulier, parce que si on revient dedans, en fait, le cycle, il se posait pas de là jusque là, mais sur le premier creux. Donc c'est extrêmement bizarre. Mais on peut voir par la suite, si on enlève ça, qui correspond extrêmement bien. Voilà. Donc il y a des cas particuliers. Voilà. Ça, c'est un cas vraiment très très particulier. Hein. C'est extrêmement rare que ça arrive. Je sais pas si on peut se mettre en 30 minutes. Non, il va pas me le prendre. Ah si, il me le prend. Voilà. Et là, on voit en fait qu'il n'y a pas grand chose. Alors voilà, c'est très touchy. Donc des fois, on peut mettre le 0,7 sur des espèces de zone bottom ici, mais voilà, il y a plein de cas particuliers sur Bitcoin comme ça où cette méthode ne fonctionnait pas. Voilà. Donc faut le savoir. Cette méthode n'est pas systématiquement du pain béni. Voilà. Elle va souvent marcher et parfois il y a des exceptions. Évidemment, comme tout le temps, comme avec les mailles, il y a des déviations, il y a toujours quelque chose. Donc voilà, c'est aussi voilà, pour ça que j'appelle vraiment la méfiance, c'est que techniquement on est quand même en haut de la troisième vague. Si on prend du coup le Bitcoin, hein, une vague, deux vagues, trois vagues, une vague, deux vagues, trois vagues, une vague, deux vagues, trois vagues. Ils sont là, hein. Une, deux et trois. Donc c'est pour ça voilà, que je reste flat et qu'il faut vraiment faire attention. On est dans des niveaux d'euphorie extrême. D'ailleurs, sans déconner, je vais prendre un petit peu de profit sur le spot tout de suite là, après la vidéo. Et la deuxième technique, donc j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais je vais le remontrer. C'est celle que j'ai utilisée massivement sur ETH, hein, donc je peux même la reprendre sur ETH. Alors pas ETH BTC, je veux ETH. Alors évidemment, quand on a les tendances comme ça ne marche pas. On va revenir dans le range ici où j'en ai profité au maximum. Non, peut-être était un peu loin là. Bon, on va se mettre là. Voilà, donc contrairement quand on se met dans l'autre sens, donc on va prendre par exemple le premier mouvement là, et on se met soit sur les... Alors, il y a deux façons de le faire, hein, c'est ça que j'ai oublié de le dire, mais soit on le met sur le 0,7 avec ça. D'ailleurs, on peut voir aussi, ça c'est un cas très fréquent, c'est que parfois quand on a une petite mèche comme ça, et c'est pour ça que c'est très discrétionnaire, ma méthode est complètement discrétionnaire, il faut être capable d'avoir l'œil. Et des fois, c'est la petite mèche comme ça qui compte, et des fois, c'est ce sommet-là. Voilà. Et faut le tester, et des fois, on peut pas savoir. Des fois, il faut voir après coup ce qui va le mieux correspondre. Mais moi, quand je vois ça, instinctivement, je veux plutôt mettre ça sur la petite mèche, parce que je l'ai vu plein de fois, des milliers de fois cette mèche, et que j'ai fait des milliers de fois la méthode. Mais peut-être que le bon, c'était lui. Voilà. Et là, juste sur ça, bah, je peux me faire avoir sur des prix qui bougent. Et ça se trouve... là, ouais, peut-être même que là, ça correspond mieux. Vous voyez, là, les mèches, elles correspondent très bien, etc. Donc voilà, soit on peut mettre du coup
ce Fibo là, donc le classique, qui va nous donner ces niveaux-là. Soit on prend les extensions comme ça, qu'on va poster donc là, donc ensuite ici, et après là. Voilà. Donc les deux méthodes fonctionnent complètement. Et les deux niveaux, on va dire que le niveau optimal d'achat, dans les deux cas, en gros, c'est toute cette zone-là. Donc ça, c'est le niveau qu'on va acheter. Donc c'est-à-dire le sommet là et le creux là. Donc ça, c'est vraiment le caviar du caviar de ce qu'on veut acheter. D'ailleurs, on voit la mèche derrière. On va voir juste pour avancer un petit peu, voir ce qui s'est passé derrière. Mais là, en tout cas, c'était l'endroit à fil parfait. Voilà. Est-ce qu'on va s'arrêter pile là? Allez. Bon, là, on a continué en l'occurrence. Ok. Bon, là, on a continué. Ok. Donc là, c'était peut-être pas le bon. Voilà. Mais enfin, juste, je vais laisser dérouler un petit peu en attendant, on ira voir après. Mais en tout cas, voilà. Ça, c'est pas forcément un trade que j'ai pris à ce moment-là. Ah oui, non, là, c'était la news de l'ETF. En fait, là, c'était l'ETF. Donc là, c'était un peu un cas à part. Donc là, c'était l'ETF. Mais je voulais juste montrer la méthodologie pour les placer. Voilà. Et ici, si on se remet là, voilà, la méthodologie ici, parfait, c'était ça. Là, je voulais revenir aussi sur un dernier truc que je voulais montrer tout à l'heure. Voilà, ici. Donc là, par exemple, on avait les premiers acheteurs qui étaient là. Donc l'idéal, il y a deux vagues de premiers acheteurs. Soit on prend vraiment le tout premier, soit on prend le deuxième. Pourquoi? Parce que le deuxième, c'est le changement de structure. C'est-à-dire que là, ils ont la confirmation qu'il y a eu une baisse des acheteurs, une baisse des vendeurs ici. Ils se sont dit, ok, là, il y a une baisse des vendeurs. Et là, il y a les acheteurs qui arrivent derrière. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, ok, il n'y a plus de vendeurs, donc on peut acheter. Voilà. Ou du moins, ils ont absorbé. Voilà, on peut refaire monter le prix. Enfin, c'est une façon de visualiser. Évidemment que les acheteurs ici, ils veulent acheter le plus aux vendeurs. C'est leur but. Enfin, voilà, le but, c'est pas qu'ils achètent ici et qu'il n'y a pas de liquidité. Le but, c'est que là, les mecs, ils achètent un peu tout du long, les grosses mains. Mais en tout cas, le prix qui va amener au changement de tendance parce que les vendeurs sont épuisés, c'est celui-là, par exemple. Voilà. Et donc, ce mouvement-là était important. Donc ça nous aurait donné ce top. Bon, d'ailleurs, on voit que là, ça a été transpercé. Ça a été transpercé, mais regardez, on s'est quand même arrêté là. Voilà, il y a eu des vendeurs là. Pourquoi? Parce que les mecs, quand j'étais là, ils vendaient en partie là. Ici. Et on peut voir quoi? Ici, je vous avais dit quoi? L'endroit parfait pour acheter, c'est le pullback ici. Mais il y a aussi cette zone-là. Donc il y a entre là et là. Regardez ce pullback parfait. Voilà. Voilà. Il y en a qui appellent ça, encore une fois, les order blocks. Moi, je l'utilise avec les Fibo. Ici, c'était la zone parfaite, voilà. Et d'ailleurs, j'ai dû prendre un TP là, hein, voilà. Je crois que j'ai racheté là, mais bon, bref. J'ai eu du mal à tenir mes trades à ce moment-là, hein. J'ai racheté là, j'ai revendu là, j'ai racheté là, enfin bon, bref. Ça, c'est mon amélioration. Ce serait de garder beaucoup plus les swings. Vraiment, c'est ça que je dois améliorer. Mais donc, je reviens là-dessus. La méthode, du coup, c'est de trouver les traders piégés, voilà. Et les traders piégés, c'est ceux qui ont acheté les tops. Et celui qui a acheté le top, bah, par exemple ici, c'est là. Voilà, ils ont acheté le top là. Donc ici. Et là, vous allez me dire, bah ouais, mais là, on a traversé. Bah, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors oui, on a traversé. Je l'ai un petit peu mal placé en plus. Voilà. Oui, ça a traversé, c'est cool. Et ça a même bien traversé. Parce que dans l'idéal, moi, je prends genre un niveau de Fibo. Donc, je devrais mettre mon stop loss par là, normalement. Mais je l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Donc là, j'avais juste mis un ordre limite et j'attendais. Évidemment, si le truc chute direct juste là, je peux vous dire que je pleure. Hein. Mais la probabilité pour qu'on s'arrête ici est extrêmement importante. Voilà. C'est-à-dire que moi, la méthode, quand il y aura beaucoup d'open interest comme actuellement, je suppose qu'on va avoir à un moment une mèche comme ça. Celle-là, d'ailleurs, elle était pas si violente que ça en vrai. Il y avait combien de pourcents? 12%, ok. À peine plus que ce qu'on a eu. Pourtant, là, ça a vraiment tout reset à ce moment-là. Les gens étaient vraiment calmés derrière. Hein. Bah, l'idée, ce serait, quand il y a beaucoup d'open interest, beaucoup d'euphorie, me dire, ok, là, il y a le bottom qui est là. Donc ça, je le sais pas, hein, on est encore là. Hein. Il y a le bottom qui est là. Mais je me dis, ouais, il y a quand même des chances qu'on ait une grosse mèche. Donc là, je vais, pour les prochaines fois, que quand il y a beaucoup d'open interest, mettre plein d'ordres ici. Voilà, tout là en dessous, parce que je me dis, il y a beaucoup de chances qu'on traverse, tout simplement. D'ailleurs, je l'ai dessiné jusque là, on est même allé encore plus bas. Voilà. C'est arrêté à 2100 piles. Tiens, c'est marrant. Bon.
Donc voilà, et on voit d'ailleurs qu'on a rangé dans ces niveaux-là après. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi, il y a beaucoup de traders, ils me saoulent en me disant ouais, mais regarde là, t'as les clôtures, les machins. Mais mec, tes clôtures, elles sont pas là par hasard en fait, elles sont là parce que c'est le niveau Fibo ici qui fait que ces niveaux servent d'aimant en fait. Donc forcément, t'as beaucoup de chances de traîner sur ces niveaux en fait. Et il y a énormément de fois où quand je regarde le graphe, à chaque fois je me dis mais comme par hasard on est pile poil sur ce niveau là, on est pile poil là, voilà. Et parce que le prix en fait il vacille, mais il passe sa vie en fait sur ces niveaux là. Ce sont des niveaux qui sont très importants. Donc la méthode, voilà, dans l'idéal, c'est d'acheter là, voilà, tout simplement. Et comme j'ai dit, en général ça fait 2 niveaux. Donc là, on achète là, on peut prendre un TP ici. Voilà. On peut prendre un TP là, et même, voilà, en général il faut un changement de structure, donc il faut un plus bas, un plus haut et un plus bas qui est plus haut que le précédent, ou égal. Donc voilà, on voit que celui-là, il a été supérieur à celui-là, donc c'est bon. Donc en général, voilà, il y a souvent ça. Sauf quand on est sur une structure, un type Dalai Lama, donc c'est ce qu'on a eu un petit peu sur le Bitcoin hein, hier. Structure Dalai Lama, c'est ça en gros, hein, voilà. On dump, tac, tac, et on repart en haut, voilà. Ça, c'est un Dalai Lama. Donc, si on veut scalper, on peut acheter là, on peut en vendre là, mais on peut aussi se dire, ok, là c'est le bottom, je le garde, je touche pas et je le garde en swing. Et là, par exemple, c'était une belle opération. Si on avait acheté là, enfin voilà, je vous fais pas un dessin, on a terminé, on est ici là maintenant. Hein. Donc voilà. Je l'ai acheté là, mais malheureusement, j'ai pas osé tenir ce swing. D'ailleurs, pour tenir ce swing, je vais commencer une nouvelle stratégie. Sur Bybit, j'ai des sous-comptes. Et je vais du coup me faire 2 sous-comptes. Donc un sous-compte hedging. Donc par exemple, voilà, il y a un token que j'ai envie de vendre qui serait le Axelar. Mais vu qu'ils sont stackés, je ne peux pas. Donc je vais faire quoi? Je vais prendre un short dessus. Voilà. Sauf que j'ai pas envie de mettre ça dans mon capital de trading. J'ai envie de me dire, ok, ça une prise de profit que je fais via un short pendant que j'ai le long. Mais j'ai pas envie d'être impacté par mon PNL sur mon compte principal. Donc je vais faire un compte exprès pour ça. Et deuxième compte, je vais faire un compte swing. Donc le but du compte swing, c'est tout simplement de poser et d'attendre. Et vraiment d'avoir des trucs où je vais miser peut-être un peu moins que quand je vais faire du scalping. Mais si je l'ai sous les yeux un scalping, je vais vouloir TP, voilà, c'est plus fort que moi. Et c'est vrai que je sais que le cap il faisait ça aussi beaucoup, il avait du mal à tenir les swings. Et plus je scalp et plus j'ai du mal. Alors qu'avant j'avais pas de mal. Donc, moi, ma stratégie maintenant, c'est d'avoir un sous-compte exprès pour faire du swing. C'est-à-dire que voilà, quand je pose le swing, je ne le touche pas. Voilà. Ou alors, si je vais le toucher, c'est vraiment pour un cas exceptionnel, je sais pas, une news, enfin voilà, où j'ai vu un nouveau truc, quoi. Mais je me dis, ok, là, je me dis, ça, c'est un potentiel bottom. Moi, dans ma tête, euh, depuis qu'on est, depuis qu'on est là, même en fait, depuis qu'on est là, mais tout le temps, j'ai toujours dit ETH 3200. Hein. C'est ceux qui étaient chez Captain Trading. Ils pourront le confirmer. J'ai toujours dit, je l'ai même posté dans une newsletter officielle du Captain quand je travaillais chez lui. J'ai posté ETH 3200. J'ai toujours dit ETH 3200. J'y croyais toujours. Mais pourtant, j'ai été incapable de tenir un swing en levier. Alors que j'avais tout pour le faire. Voilà. Dans la newsletter, j'ai littéralement dessiné. Alors, pas. Malheureusement, j'ai pas prévu qu'elle avait un range et tout, mais j'avais dessiné des trucs en mode ouais, ça va break, on va faire un peu du ping-pong là, et puis après, on va. Voilà, comme je fais sur mes dessins là, en général, ça ressemble un petit peu. Pourquoi j'arrive pas à dessiner? Je- Ça ressemble un peu genre à ça, mes dessins là, et après, ça fait des trucs comme ça. Évidemment, ça ne fait jamais des lignes droites, hein, je pense que vous l'avez compris, mais c'est juste pour dire, je sais pas ce qui va se passer là-dedans, mais on va aller ici, voilà. Comme sur le Mina, je sais pas ce qui va se passer, mais j'ai le sentiment qu'on va finir ici. Voilà. Et c'est pour ça que là, par exemple sur le Mina, je vais essayer vraiment de garder ce trade. Alors évidemment, on peut prendre un micro TP ici, genre 10%, là 30%, et là les 60% restants. Voilà. L'idéal c'est quelque chose comme ça pour moi. Donc voilà, pour revenir du coup sur cette méthode là.
Voilà, le but c'est tout simplement de prendre les mecs qui ont acheté le top. Donc là, on rezoome. Il y a même des mecs là. Attends, on est en janvier là. Ah, j'ai carrément oublié de les retirer ceux-là. Ok. Donc, voilà, ça c'est un exemple concret. Et là, on a vraiment avec l'exemple avec cas particulier, quoi. Donc, dépassement et réintégration, voilà, dans l'idéal. D'ailleurs, si on doit trader ça, on me demandait ce que c'est qu'une déviation, voilà, ou une réintégration. Bah, ça, c'est une déviation et réintégration. C'est-à-dire qu'on est revenu dedans. Là, pareil, déviation. Donc là, on pourrait se dire, ah ok, est-ce que je me fais SL là? Bon, éventuellement, on peut se faire SL là. Vraiment, c'est pas un problème. Mais je pense qu'il vaut mieux pas avoir son SL vraiment collé. Au moins prendre genre un niveau comme ça là. On se dit, voilà, celui-là, pas le premier parce que le dernier est petit. Voilà, on prend 2,38 et on se dit, bon, bah voilà, on va mettre le SL ici par exemple. Au niveau du trait blanc, voilà. On peut, même je sais que le trait blanc c'est un niveau long terme pour moi très important. Donc je me mets par exemple en dessous, voilà. Même un petit peu, normalement, on n'est pas censé y aller. Mais là, on a la protection de ce niveau-là qui est important et de ce niveau-là qui est important. Et ensuite, du coup, bah, si jamais même on se fait celle-là, on se dit ah tiens, on réintègre, on revient ici. Bon, bah, on peut le reprendre par là, par exemple, ou même là. Voilà, on attend un petit pullback, on rentre. Voilà, là c'est top. C'est top pourquoi? Parce qu'on a un nouveau changement de structure ici. Donc plus bas, plus haut, plus bas qui est supérieur, celui-là, plus haut, supérieur. Donc là, on a un changement de structure. Donc l'idéal, c'est d'avoir un pullback dans cette zone-là. Voilà, et on pourrait rentrer là. Attendez une seconde. Ouais, je suis un peu malade. J'espère que ma voix est pas trop, pas très agréable à écouter, avec le nez un peu bouché. Enfin bon, bref. Je sais que je parle beaucoup du nez et je trouve ça vraiment horrible parce que je me réécoute des fois. Donc j'espère que ça va pour vous. Et moi, je trouve ça pas du tout agréable entendre un mec qui parle avec le nez bouché. Donc voilà, d'autres exemples ici, bah voilà, tout simplement ici, changement de structure, premier mouvement d'acheteur, voilà, les mecs qui posent. Le pullback ici, et là, ça va nous donner par exemple le top, voilà. Et ça marche dans toutes les unités de temps, ça marche en 15 minutes, ça marche en 3 minutes. Alors évidemment, si on met en 1 minute, etc., moi je me mets, vous voyez, je mets souvent mes graphes en 1 minute, mais je ne traite pas le 1 minute. Je veux juste voir précisément ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que je peux me permettre de faire ça, parce que j'ai déjà cette vision globale, en fait. Je sais déjà ce qui se passe en daily, en 4 heures, etc. Où sont mes niveaux daily 4 heures? Bah, c'est les traits qu'il y a derrière, en fait. C'est pour ça que, voilà, il y en a qui n'aiment pas les couleurs, mais moi, ils me servent à me repérer. C'est que je sais que ça, c'est un niveau daily important. J'ai même pas besoin de me mettre en daily, je le sais. Voilà, je sais que ça, ce sont tous mes niveaux importants. Et là, j'ai même des pointillés pour d'autres niveaux semi-importants, etc. Le fait de ça, où sont mes niveaux daily, c'est important. Et d'ailleurs, aussi, je voulais le dire, c'est très important ça. Je vous ai dit qu'il y a cette méthode avec le Fibo normal et cette méthode, on va dire, voilà, comme ça. Bon, bref, là, je le fais un peu à l'arrache. C'est pas le bon, mais il faut bien se dire que les deux sont importants. C'est-à-dire que les deux vont nous donner des niveaux qui sont importants. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai ce niveau-là, et j'ai aussi les traits blancs. Donc les traits blancs, c'est l'autre façon de faire les fibos, parce que les deux sont des niveaux qui sont importants. Voilà. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Il faut vraiment avoir ça en tête. C'est que les deux fonctionnent. D'ailleurs, on peut voir, regardez, le petit piège ici. C'est quoi? C'est là. Voilà. Ici, on peut dire, là, je me suis fait avoir, parce que j'étais sûr à 100% qu'on allait à 2160 en fait. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé? Ça, je l'ai découvert ensuite. Ce niveau-là, c'est tout simplement le niveau ici qui est sur ce Fibo-là. Et là, on l'a pile poil tapé. Voilà. Donc c'est pour ça que j'aime bien avoir les deux niveaux. C'est que les deux Fibos vont me donner des niveaux de Fibo qui vont être différents. Voilà. Et les deux vont être cohérents. D'où mes traits blancs là. Comme ça, si vous ne comprenez pas les traits blancs, ça vient de là. Donc, je continue à refaire la démonstration, mais ça, je l'avais déjà expliqué dans une vidéo. Voilà, on peut faire ça avec tout. Donc là, par exemple, j'avais un autre cas un peu particulier. C'est que, voilà, souvent, on va prendre les traders piégés, on peut dire que c'est ceux-là. Voilà, c'était le cas ici, donc ici. Mais là, les traders piégés, fallait les prendre à l'inverse. Il y a tout le temps des petites subtilités, hein, ce serait trop simple sinon. Voilà. Fallait les prendre comme ça. Et là, c'est pour ça qu'ici, bah voilà, j'avais racheté là, hein, tout simplement. J'avais racheté là.
Ouais, ça nous a donné le bottom ici tout le long. Hein. Bon, vous voyez, toujours les petites mèches. Hein. C'est pour ça que je dis il faut jamais mettre son SL vraiment pile en dessous. Je l'ai fait quelques fois, j'ai grillé 5000 € en faisant la connerie de mettre mon SL juste en dessous à chaque fois. Vraiment, mais je suis trop con. Tous mes trades étaient bons et j'ai grillé 5000 balles en ayant le bon trade et me faisant juste liquider juste à chaque fois. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'étais tilté, c'était sur BTC quand on était après la news de l'ETF. J'ai vraiment fait ça, mais j'avais que des bons trades. Mais que des bons trades où je me suis fait liquider en fait. Genre là, voilà, tout là. Tout le long ici. Si on se remet en replay là. Voilà, j'avais que des bons trades là, genre comme ça. Je sais plus comment je l'avais pris. Je crois pas que c'est lui. Hein. Ah si, c'est lui, voilà. Voilà, dites-vous que je me suis fait liquider là, quoi. Voilà, je me suis fait liquider là. Et ouais, en plus, je me suis vraiment... En fait, j'avais plusieurs comptes. Et je tradais en inversé sur BTC. J'ai grillé mon compte inversé BTC. Voilà, c'est tellement con. Et en fait, par la suite, il y a eu plein d'autres trades qui ressemblaient à ça. Et je me suis fait SL, je sais plus, 12 SL de suite. Et voilà, c'est vraiment complètement débile. Hein. Mais je me suis pris 12 SL de suite. Juste, voilà, parce que je m'amusais à mettre des SL, genre comme si là je le mettais là. Enfin voilà, c'est vraiment débile quoi. On voit que le marché, tout le temps, il va chercher un petit peu en dessous. Voilà. Donc faut vraiment pas être collé. C'est complètement con. Voilà. Donc aussi, je peux le montrer sur les S&P 500. Ça marchait très très bien sur les S&P 500. Plus le marché est liquide et plus la méthode marche. Voilà, tout simplement. On prend le Fibo. Là, l'endroit où il y a le plus d'acheteurs bloqués, c'est ici. Voilà. Tac. Moi, je regarde. Là, je regarde pas en bas. Hein, je regarde vraiment ici et là. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Bah, juste enlever le Fibo derrière là. Voilà. On a pile poil le bottom. C'est impeccable. Et ça marche aussi sur plein d'actifs. Je sais plus, j'avais trouvé ça sur BTC. Alors là, je crois qu'il n'est pas tout à fait exact, mais si on prend comme ça, voilà, ça nous donne cette zone-là qui est une zone de bottom. Mais là, c'est une zone de bottom, et là, regardez, ça retape ici. Donc là, c'est une zone qui était importante de bottom. Le retest du bottom, en fait. Ça, c'était une déviation un peu grosse. Et là, on vient retaper dessus. Mais en plus de ça, on peut s'amuser. Si on rezoome, on va zoomer jusque là. En 4 heures. Ça, c'est la TH. Donc sur la TH, ici, moi, je prends donc de là jusque là, je pense. Attends. Avant que ce soit juste là. Ah, attendez. Ça, c'est parce qu'on n'est pas sur le bon graphe. Parce qu'en fait, cette méthode, elle a vraiment besoin d'avoir une haute liquidité. Et c'est pour ça que moi, je me mets toujours sur Binance. Parce que c'est le plus précis. Binance USDT. Voilà, c'est très important la précision. Parce que là, on parle d'un truc, si jamais il y a un mouvement qui bouge d'un millimètre, le truc est multiplié par 4, quoi. C'est... Voilà. Donc voilà, par exemple, là, ici, la petite subtilité, c'était que là, il fallait pas prendre cet excès-là, en fait. Voilà, c'est ça. Moi, je le sais que c'est soit l'un, soit l'autre. On peut pas toujours le savoir sur le coup. Mais on peut se dire, ok, là, je l'ai en tête. Voilà, je sais que ça peut arriver. Ouais, regardez le bottom, là. Et si on continue, là... Même si on prend le bottom ici, bah d'ailleurs, en fait, les deux fonctionnent. En fait, là, ça va nous donner ce bottom là, et si on le met là, ça va nous donner ce bottom là. Donc voilà, c'est très propre. D'ailleurs, on s'arrête là, on remonte de 2 niveaux. Voilà, ici, on s'arrête là, on remonte de 2 niveaux. Voilà, c'était un TP. Et voilà, si on est long, hein, on TP, on revient là, bon, ça continue à casser, etc. Donc là, on avait déjà ce bottom là. Et mais je sais plus comment on peut trouver celui-là. Ah si, bah attendez, c'est en fait, je crois que c'est là. Ah oui, bah oui, non, mais c'est sûr. En fait, voilà, on a ce niveau-là qui est important, mais on a aussi celui-là qui est encore plus important. Et en fait, c'est pour ça qu'on a aussi des cycles dans les cycles, c'est que les différentes vagues d'acheteurs ou de vendeurs vont nous donner des niveaux différents. C'est ça qui est fou, en fait. Et qui est difficile, et ça nous donne beaucoup d'informations. Mais en tout cas, voilà, donc là, on va juste enlever ça 2 secondes.
hop. Et là, ça nous donne, voilà, encore. Si on achète là, bah fallait TP ici, voilà. Bon, là, on l'a pas touché parfaitement, mais on l'a retouché ici. On repull back sur ce niveau-là. Voilà, petite déviation, réintégration, tac. On vient chercher la deuxième zone. Très intéressant. Donc voilà. Et ici, la petite subtilité, mais là, c'est vraiment très très complexe. C'est que la zone des mecs qui ont acheté entre guillemets le top, donc le top c'est là, hein, c'est de là jusque là. Alors me demandez pas pourquoi, lui il est vraiment très technique, mais je me suis peut-être même trompé de 1, non? Ah non, voilà, c'était là, soit celui-là. Non, c'était bien celui-là, voilà. Et là, si on l'étend, regardez-moi ce bottom parfait, voilà. Celui-là, je sais pas si je l'aurais trouvé en live, hein, franchement. J'aurais peut-être réfléchi à le mettre, mais il était pas facile à trouver. Mais voilà, il nous donne ce bottom-là, pile poil. Et on voit qu'il correspond très bien avec la suite. Hein. Vous voyez, là on s'arrête là, on s'arrête là. Voilà, là on voit qu'on dépasse, hein, beaucoup d'euphorie, on dépasse, c'est normal. Tac, on vient se pose là, etc. Et c'est pour ça qu'on se dit, bah voilà, FTX, je vous dis, les narratifs. Mais regardez que le FTX, il s'est pas arrêté n'importe où. Il s'est arrêté sur la zone de douleur de ces mecs-là, en fait. C'est ça qui est fou, en fait. C'est pour ça on dit le narratif. Non, le narratif, il arrive en fonction du prix. Et ça, c'est incroyable. Et je vous le dis, il n'y a personne qui vous explique ça dans les cours. Les mecs le comprennent pas. Même des gens qui ont un niveau de trading avancé ne comprennent pas ça. Voilà. Et du coup, c'est là où, en fait, où tous ces gens-là, bah, leur seuil de douleur max où ils craquent, c'est ici, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que va faire le marché? Il va aller là pour faire vendre ces mecs-là. Et une fois que ces mecs-là, ils ont vendu, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, il n'y a plus de vendeurs. Ou alors, si on veut avoir des nouveaux vendeurs, il faut aller beaucoup plus bas, mais ce n'est pas possible. Donc, il faudrait refaire une jambe haussière pour refaire reforcer des mecs à acheter pour éventuellement retourner plus bas. Bon, voilà. Ça, c'est possible. Sauf que ça reste quand même un peu plus dur. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, les mecs qui ont vendu là, je vais juste récupérer mes Fibo. C'est un peu plus important que la démo. Voilà. Les mecs qui ont vendu là, c'est aussi les mecs, voilà, qui, je crois qu'on fait, quand on fait ça, voilà, qui ont vendu en gros par là. Donc là, ça deviendrait compliqué parce que les mecs qui ont acheté le top là, ici, ils ont tout vendu, ils sont rincés. Si on fait juste cela là, ah bah vous voyez, en plus si on prend ceux-là aussi qui sont les premiers acheteurs de top, là c'est les deuxièmes, c'est les pires, mais eux ils ont acheté, ça nous donne aussi ce bottom à la perfection. Voilà. Et une fois que ces mecs-là ils ont vendu, bah franchement il reste plus grand monde il reste plus grand monde à vendre en fait. Et pour avoir des mecs qui revendent, qui ont acheté le top, il faut refaire un top en fait. Et c'est d'ailleurs potentiellement l'idée de l'éco-bubble. Voilà. Bon, alors là, c'est une éco-bubble qui dégénère un peu avec l'ETF, possiblement. Mais à la base, c'est pour ça que mon plan, voilà, c'était les 40 000. C'est parce que les 40 000, ils correspondent. Bon, en l'occurrence, les 47 000, ils correspondent, bah, par exemple, au pullback sur les 0,618 du FIBO, du top. Mais si on prend cet ATH là, ici, là, ce serait ici là. Alors, je vais enlever replay. Donc voilà, c'est pour ça que ici, en fait, il y avait beaucoup de raisons d'être baissier, parce qu'en fait, on avait l'ETF qui arrivait pile poil sur le 618 du retracement de Fibo. Et ça, c'est une zone de pullback historique. Enfin, c'est sur plein d'actifs, le 618, c'est la zone de retournement. Donc voilà. Bon, c'est une méthodologie un petit peu complexe, mais bah, si vous arrivez à le comprendre, bah, tant mieux pour vous. Et il faut vraiment se dire que ça fonctionne vraiment de partout. Genre même une fois j'étudiais Air France, voilà, Air France, cette méthode marche partout, hein. Voilà. Vous voyez, les mecs qui ont acheté le top, on va dire c'est eux. Alors là c'est compliqué, il y a des petits excès, mais les mecs qui ont acheté le top, en gros c'est eux. Bah, regardez où on s'arrête quoi. Et là, excès, bon, peut-être qu'on va pas s'arrêter là, mais moi quand je regarde ça,
je me dis, bon, Air France, après, j'aime pas trop les actions parce que contrairement au crypto où c'est vraiment spéculatif, où le but c'est juste de faire de l'argent à base d'argent et de courbes, etc. Là, tu as quand même des entreprises derrière. Donc, c'est-à-dire que si Air France, ça pue la merde et que le truc s'écroule pour X ou Y raison, bah, t'es vraiment dans la merde en fait. Parce que là, l'analyse technique va peut-être pas suffire. Voilà. Je pense notamment à la boîte des vieux, là, comment ça s'appelle, les maisons de retraite. Bah, là, tu peux rien faire. C'est-à-dire qu'il y a eu un scandale et le truc va à zéro, quoi. C'est quoi le nom des maisons de retraite? C'est. Ah, si, pas maintenant. Orpea, voilà, Orpea. Orpea, c'est une dinguerie. Hein. Et d'ailleurs, oui, j'ai fait cet exercice-là, mais en fait, là, je suis en daily, mais on peut se mettre en weekly. Regardez, en weekly. En weekly, on a la même chose. En weekly, on a la même chose. On a les mecs qui ont acheté là, donc le niveau, donc je le mets de là jusque là. Ça nous donne un bottom ici. Et regardez, là, on n'a pas touché, on se dit, tiens, il y a un truc qui va pas. Bah, regardez, hop, on y est retourné ensuite. Voilà. Et derrière, une convergence avec ce niveau-là. Donc, c'est ce que je disais. En fait, pour aller rechercher ce niveau plus bas, on a besoin de retrouver de nouveaux acheteurs. De nouveaux acheteurs pour les forcer à vendre, en fait. C'est-à-dire que si on n'a pas des mecs qui ont racheté des pièces et qu'on les met pas dans la douleur, il y a personne pour vendre. Et les mecs qui veulent se dire, tiens, si je rachetais à 12 pour retourner, je sais pas, à 117 là, par exemple, j'en sais rien. Imaginez, genre le move de génie, quoi. Le mec qui achète là, il fait x10, quoi. On dit que les cryptos c'est volatile, mais putain, même ça, on est sur des mouvements de 200%, quoi. Hein. Donc voilà, les mecs ont acheté là. Leur seuil de douleur maximum, c'était ici. Bah regardez, on vient, on s'en approche, les mecs ils sont en sueur là, ils se disent tiens, j'ai très très mal, mais je vais pas encore vendre parce que je suis que à moins 91%, j'ai la foi. Et puis dès qu'on arrive à moins 94, là c'est fini. Bon voilà, c'est une petite blague, hein, mais faut se dire voilà que c'est des seuils psychologiques qui fonctionnent dans l'algorithme humain. L'algorithme humain va amener que quand on est là, on est dans la zone de douleur extrême. Et d'ailleurs souvent, là je peux pas le démontrer parce que j'ai pas l'open interest sur Air France, mais je suis quasiment sûr que là, on va dire que l'open interest il a pris cher, mais que c'est vraiment sur cette mèche là qu'on a la capitulation. C'est-à-dire que on va dire que là, il y avait encore beaucoup de mecs qui étaient exposés ici. Ils se sont dit, t'inquiète, ça va passer. Et là, juste ici, là, pourtant, il s'est rien passé de plus, mais sauf que sur cette mèche-là, en général, on a la capitulation, c'est-à-dire les mecs qui vendent tous, quoi. Et en tout cas, en crypto, on a vraiment souvent ce scénario. C'est-à-dire que là, on va avoir plein de mecs encore qui sont dans le trade. Et vraiment, quand on arrive sur la dernière mèche, là, ici, c'est vraiment où les mecs vendent tous, quoi. Et c'est spectaculaire, mais ça se voit sur l'OI, c'est fréquent. Donc, voilà. Et oui, je voulais regarder Orpea. Orpea, hop. Voilà. Là, il y a une bad news. On est en weekly. Bah, c'est fini, quoi. Voilà, c'est fini. Même s'il y a eu le premier niveau, là. D'ailleurs, on pourrait placer le Fibo pour le fun, hein. Tac, tac. Voilà, on s'est arrêté qu'ici. C'est-à-dire que si les mecs avaient pas fait de bad buzz, je pense que le truc était voué à aller à 11 en fait, tout simplement. Voilà. Parce que là, il y a eu un bad buzz. Et regardez où est-ce qu'on s'est arrêté d'ailleurs, juste pour le fun, on s'est arrêté ici. Là. Ici, qui est la zone de rebond technique idéale. Voilà, on s'est arrêté là. Donc voilà, pour les plus courageux, ici, il y avait. Il y avait un petit pullback de. Bon, 20%, 20%. Mais bon, le risque n'en vaut pas la chandelle, on va pas se mentir. Hein. Donc voilà, ça c'est un exemple entre guillemets de contre-exemple. Hein. Des fois, voilà, ne jamais croire que parce que je dis que voilà, on a une première vague d'acheteurs, qu'on doit aller jusque-là, qu'on doit y aller. Il y a plein de fois où on ne va pas y aller. Et malheureusement, il y a un peu un biais du survivant qui fait que, évidemment, tous les exemples que je vais vous montrer, c'est ceux qui y vont. Bah oui, parce que les autres, ils partent dans l'oubli et on s'en fout en fait. C'est ça le problème. C'est que on a le biais de celui qui fonctionne. Évidemment, ne vous faites pas avoir par ça. En plus de ça, si moi je vous les montre, moi j'ai plus d'expérience et donc je veux mieux savoir quels mouvements vont être les bons et que vous allez peut-être vouloir les reprendre et vous n'allez pas prendre le bon mouvement et vous allez être biaisé. Donc faites attention. Mélangez toujours ça également avec pourquoi pas la press action, donc les sommets, les creux, c'est hyper important.
Et pourquoi pas avec les moyennes mobiles, hein. Franchement, c'est super. Le Mercury, là, il nous a encore posté une vidéo mindset pour ceux qui comprennent l'anglais. Elle est super. Vraiment, il régale. Il nous parle de mindset là et il est très très bon. Voilà. C'est vraiment un maître dans l'art de la maîtrise des moyennes mobiles et il a toujours un coup d'avance sur les marchés. Il est très très bon. Vraiment. Voilà, pour ceux qui comprennent l'anglais, je recommande très très fortement Mercury. Bon, je sais pas si vous avez écouté jusqu'au bout, mais ce live était un petit peu plus long que ce que je pensais faire. Mais comme je vous ai dit, j'avais besoin de faire ça un peu à l'arrache pour me lancer parce que j'ai massivement la flemme et que en ce moment je suis très fatigué. Voilà. J'ai des périodes où je suis très fatigué, ça peut durer 1 ou 2 mois. D'ailleurs, même là, j'ai le nez pris. Et après, ça passe. Donc je préfère quand même faire quelque chose et que ce soit brouillon, mais au moins là vous avez un cours complet, voilà. Donc c'est cadeau, c'est gratuit, profitez-en. Ciao.